Blonde peau brune vous emmène à la rencontre du physicien Philippe Guimont. Bonjour Philippe Guimont, bonjour. Bonjour, enchanté. Vous êtes physicien, chercheur au CNRS, spécialiste de l'intelligence artificielle, conférencier, auteur de plusieurs livres dont Le pic de l'esprit et La physique de la conscience. En cette période de changement mondial, nous avons à cœur actuellement de donner des clés à notre communauté pour s'adapter au mieux, pour vivre ce grand virage de l'humanité, comme vous dites. Vous faites partie des grands physiciens de ce nouveau monde. Pouvez-vous déjà nous expliquer de façon simple comment la spiritualité et la science se rejoignent et si cette compréhension peut nous aider dans notre quotidien? D'accord. De façon simple, oui, mais bon, je vais dire, il y a 40 ans, lorsque j'ai terminé mes études, il n'y avait absolument rien qui permettait de rapprocher la science et la spiritualité, à part quelques spéculations, théories, mais non confirmées expérimentalement, en provenance de la mécanique quantique et de la théorie générale, de la relativité générale. Donc que des spéculations, quoi. Par contre, à partir des années 80, tous les 10 ans, en gros, on a eu des découvertes absolument majeures qui ont complètement changé notre vision du monde. Alors, je vais vous en faire la liste. Il y a d'abord eu la découverte que la mécanique quantique était juste, expérimentalement vérifiée par Alain Aspect en 82, qui a donc imposé les concepts qu'on entend souvent prononcer. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, des concepts d'intrication, de non-localité, mais aussi d'indéterminisme. Donc ça, c'est quand même assez majeur pour une physique qui est réputée déterministe, au moins dans ses équations. Ensuite, on a eu la découverte de la réalité de l'énergie du vide, mais aussi en même temps que de plusieurs formes de vide qu'on n'a pas bien compris. Donc on a compris la réalité de l'énergie du vide quantique à travers l'effet Casimir. Je ne vais pas rentrer dans le détail. On a découvert la réalité du vide cosmologique à travers l'énergie noire, mais on n'a pas du tout compris ce que c'était que l'énergie noire. On n'a pas du tout compris ce qu'il pouvait bien y avoir aussi dans le vide quantique. Et en plus, l'énergie de vide est absolument catastrophiquement différente. Donc vraiment, ça a posé une énigme considérable aux physiciens qu'on a appelé la catastrophe du vide. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le vide? Et ça interagit sur la matière. Comment? On ne sait pas le mettre dans les équations. Bon, voilà. Vous voyez, déjà, donc ça, deuxième traumatisme. Et en même temps, mais ça s'est confirmé, le succès de ce qu'on appelle les théories de gravité quantique. C'est la gravité quantique, c'est la structure même fluctuante de l'espace, ou plutôt de l'espace-temps, dans l'infiniment petit. Donc on a les théories de gravité quantique se sont quand même imposées au travers des décennies, même si elles sont toujours pas confirmées expérimentalement. On sait qu'elles sont fondamentales pour comprendre, pour résoudre les grands problèmes de la physique. Donc c'est la théorie des cordes et la théorie de la gravité quantique à boucle de Carlo Rovelli, physicien français. Et la théorie des cordes, elle a été confirmée, non pas expérimentalement, mais il y a pas très longtemps, après avoir été en baisse par ce qu'on appelle la conjoncture holographique. Donc, il se trouve que Maldacena, le physicien qui a eu le plus grand succès en termes de citation dans les 20 dernières années, a sorti cette théorie qui est absolument fascinante et qui confirme de façon fascinante non seulement la théorie des cordes, mais la nécessité de rajouter des dimensions à l'espace-temps, et en particulier 6 en particulier. Qu'est-ce que c'est que ces dimensions supplémentaires? Et enfin, on a eu la découverte expérimentale des ondes gravitationnelles, avec en même temps la confirmation de l'existence des trous noirs. Donc, si vous voulez, on est en train de faire passer dans la réalité expérimentale des choses qui dépassent l'entendement matérialiste. Parce que l'entendement matérialiste, il repose sur l'idée qu'il n'y a dans l'univers que de la matière et de la lumière. Or là,
on est en train de parler d'espace en vibration, c'est-à-dire rien en vibration, ou plutôt du vide en vibration. Et il n'y a pas à s'étonner que le vide vibre, mais il y a quand même à se fasciner parce que comment s'imaginer un truc pareil. Donc voilà, si le vide vibre, si l'espace vibre, les matérialistes ont un problème. Si l'espace est non local, si dans une zone d'espace, il peut y avoir un objet quantique qui est, comme on dit, partout à la fois, ça pose un problème à la notion de non-localité, aussi de matérialité. Je ne vais pas expliquer comment, personnellement, je résous tout ça, disons, intuitivement, à travers ce qu'on appelle la physique de l'information, qui est équivalente à la physique de la conscience. Par contre, là, je viens de parler de 4 grandes découvertes, dont les 3 expérimentales. Elles sont toutes liées au fait que, finalement, on se rend compte que les équations actuelles de la physique ne permettent pas de comprendre la réalité. On a trop de choses mystérieuses. L'énergie noire, mais aussi la matière noire, mais aussi le déficit d'antimatière, etc. Et j'en passe. Et la physique est en crise. Et pour résoudre cette crise, à mon sens, il faut arriver à aller au-delà des équations, parce que lorsque vous utilisez des équations, et la physique utilise à 99% des équations dans le temps, un temps qui n'existe pas. Oui, parce que j'ai oublié de dire que en même temps qu'on a découvert les théories, enfin, disons, il y a une dizaine d'années, on a confirmé que ce qu'on appelle la localité, la non-localité spatiale, c'est-à-dire la possibilité pour un objet d'être, pour 2 objets d'être corrélés indépendamment de la distance, comme s'il y avait un signal entre les deux, mais ce signal n'existe pas, eh bien, on a découvert que ceci était valable à travers le temps. D'accord. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir des objets intriqués, c'est-à-dire que, en même temps qu'on fait une mesure dans le passé, dans le présent ou dans le futur. Alors, dans le passé, évidemment, ça implique qu'on l'a fait dans le futur. Enfin bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais disons que, voilà, on a démontré que des objets, lorsqu'on fait une mesure sur des objets, eh bien, les mesures peuvent être intriquées à travers le temps. C'est-à-dire qu'une mesure qu'on fait dans le futur va avoir une influence sur le résultat de la mesure qu'on fait dans le présent, et inversement. Donc, comme la théorie de la relativité a été confirmée par les ondes gravitationnelles d'une part, et que cette théorie de la relativité nous propose de concevoir le temps comme n'existant pas réellement, n'étant pas producteur du futur, puisqu'on aurait, selon cette théorie, un univers bloc, c'est-à-dire un futur donc déjà déployé dans le temps, et que la mécanique quantique a l'air de confirmer cette chose, même si en mécanique quantique, le futur n'est pas nécessairement bien configuré. Eh bien, on voit que on a un gros problème avec le temps, et donc je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Toutes les équations reposant sur la variable temps, si effectivement la réalité ne se construit pas dans ce temps, il faudrait les mettre à la poubelle. Je plaisante, mais elles ne seraient que des approximations de la réalité. Et pour sortir de ces approximations de la réalité, alors comme je le dis souvent, il faut faire intervenir 4 types d'informations immatérielles. Il faut faire intervenir les informations du vide, qu'on peut rapprocher à la conscience. Il faut faire intervenir les informations du futur, qu'on peut peut-être rapprocher à quelque chose qui a trait à l'esprit. Il faut faire intervenir les informations extérieures à l'espace-temps, qui sont les informations qui interviennent dans le processus d'intrication, c'est-à-dire que lorsqu'on fait une mesure sur un objet intriqué avec un autre, il y a quand même un hasard qu'on appelle hasard quantique qui intervient là pour faire entrer une information, et cette information, on ne sait pas d'où elle vient de l'extérieur. Ça a peut-être quelque chose à voir avec ce qu'on appelle l'âme. Et puis on a aussi, et moi j'ai travaillé là-dessus, j'ai des publications scientifiques là-dessus, découvert que la gravité quantique
impliquer un indéterminisme de ce qu'on appelle habituellement l'univers bloc. Donc, si vous voulez, les informations présentes dans l'infiniment petit, sous forme de gravité quantique, peuvent avoir un impact considérable à notre échelle, mais on ne sait pas les mettre dans les équations. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait nous ramener notre libre arbitre. Donc, vous voyez, là, je suis en train d'amener par des notions physiques, libre arbitre ou conscience, des concepts qui sont relatifs à l'âme, à la conscience et au libre arbitre. Et que fait-on des informations du futur ? Comment les équations ne peuvent pas tenir compte des informations du futur ? On fait le constat en physique que on ne peut pas continuer à utiliser des équations comme ça dans le temps. Il faut changer tout. Les possibilités de changement existent à travers ce qu'on appelle l'équation de Wheeler-DeWitt, dans laquelle il n'y a pas de variable temps, mais on ne sait pas du tout comment faire vraiment de la bonne physique avec ça. Et les physiciens font pas le pas d'aller au-delà dans la philosophie pour dire bon au public vous savez finalement comment est-ce qu'on va faire pour expliquer au public la conscience et l'âme sont probablement des concepts rationnels. Comment est-ce qu'on va faire ? Ils ne le font pas. Tous ceux qui sont connus, qui écrivent des livres, ils ont une réputation bien assise sur la base de leur carrière. Donc il fallait que, un physicien comme moi, le plus électron libre de tous les physiciens, en tout cas français, s'exprime sur la question, et voilà. Et donc, dans le Pic de l'Esprit que vous avez publié en 2017 aux éditions Trait Daniel, vous parliez déjà d'un effondrement majeur en 2020. Nous y sommes. Y a-t-il pour vous un changement de paradigme et finalement la création d'un nouveau futur ? Alors oui, j'ai fait beaucoup de posts là-dessus récemment sur ma page Facebook. Au départ, je ne voulais pas m'exprimer sur le coronavirus. Et puis, j'ai eu tellement de questions, finalement, j'ai noyé un peu mes idées. Et je me suis exprimé et j'ai mis en avant toutes les coïncidences assez extraordinaires autour de ce confinement. Je peux pas trop en parler parce que c'est un peu compliqué, ça dérive aisément vers le complotisme, que je n'envisage que comme une hypothèse parmi tant d'autres. Et donc, j'ai résumé ça récemment pour clore le débat. Il y a bien d'autres coïncidences. Je n'ai retenu que les coïncidences vraiment les plus énormes pour savoir à quoi il faut s'en tenir. Soit c'est parce qu'il y a une cause cachée qu'on n'a pas vue, qu'on n'a pas compris, soit parce qu'il y a une cause future. Voilà, parce que le futur, lorsqu'il change et qu'il s'introduit dans notre présent, il le fait sous la forme de synchronicité. D'accord ? Les signes que nous sommes entrés dans un grand virage de l'humanité, c'est qu'en plus cette année, elle n'est pas anodine à d'autres titres. Ça fait des décennies, ça fait 70 ans qu'on attend qu'un gouvernement reconnaisse officiellement l'existence des ovnis, qui est un phénomène éminemment lié à la conscience. Et que se passe-t-il ? Cette semaine, pendant le confinement, le Pentagone a reconnu officiellement l'existence des ovnis comme objets réels, inexplicables, qui se baladent. Il a diffusé trois vidéos. Bon, on les connaît depuis 2 ans. Quand même un événement, puisque c'est pas, ça n'a jamais eu lieu. En France, on a essayé, à travers le rapport Cometa, en 1980, je sais plus, 18, 19, il y a un comité qui s'est formé de militaires qui a envoyé au gouvernement français son rapport pour obtenir une reconnaissance officielle. Le rapport il existe, il a été publié dans un journal, mais il n'y a jamais eu la reconnaissance à l'époque par Chirac et Jospin, je crois. Il y a des organismes en France et aux États-Unis et dans d'autres pays qui étudient officiellement tout ça, mais on n'est pas arrivé, en tout cas dans les pays occidentaux, parce que je crois que le Chili a fait cette reconnaissance. Mais en tout cas, dans les pays occidentaux, c'est la première fois que ce genre de choses arrive. Et pour moi, c'est important parce que ça fait des années que j'étudie ce phénomène et il est tout à fait connexe au nouveau paradigme, avec la nouvelle conscience, si on peut dire.
peut d'ailleurs vous retrouver dans le film de Dominique Filol qui est sorti sur les Oui, c'est ça. Vient de sortir donc peu avant, et donc il tombe bien ce film, du réalisateur Dominique Filol, un film très sérieux, diffusé par Canal+, et paru sur Planète, où de nombreux officiels et militaires témoignent, et j'ai l'honneur de témoigner moi aussi un petit moment dans ce film. Et selon vous, une nouvelle conscience est-elle en train d'émerger? Alors ça fait depuis longtemps, depuis des décennies, mais de façon pas très saine, mais depuis 10 ans, depuis une dizaine d'années de façon importante, et depuis quelques années de façon vraiment accélérée. J'en suis témoin. Je le vois ne serait-ce que par le fait que mes travaux, quand j'ai présenté dans mon premier livre ma théorie sur la flexibilité de l'espace-temps, ou double causalité, ce qui revient au même, ça a été reçu, très marginalement. Tout le monde n'a pas compris, même le directeur de la revue La Recherche n'a rien compris. Et pourtant, quelques années plus tard, ce que j'avais dit s'est avéré reconnu quasiment officiellement. Enfin bon, et d'autres physiciens se sont mis à parler de multivers, de présence du futur. Étienne Klein lui-même a dit qu'effectivement, pour concilier les deux grandes théories qu'on a du mal à concilier en physique, la relativité et la mécanique quantique, il fallait admettre la rétrocausalité, qui est un concept que je propose. Donc, si vous voulez, les concepts de multivers, de rétrocausalité, de présence du futur, donc rétrocausalité, donc influence du futur, sont, si vous voulez, rentrés, je ne vais pas dire tout à fait dans le mainstream, pas encore dominants en physique, mais ils sont recevables, ils sont considérés aujourd'hui comme des théories, comme des concepts qu'on a du mal à accepter, mais c'est simplement parce qu'on a du mal à changer ses habitudes de pensée. Mais en tout cas, même en physique, il y a un changement de paradigme qui est en train de pointer son nez, et qui se traduit de mon côté par le fait que j'ai réussi à faire 2 belles publications dans la célèbre revue Annals of Physics. La première pour expliquer pourquoi il fallait introduire 6 dimensions supplémentaires à l'espace-temps, et la deuxième pour expliquer et même quantifier la flexibilité de l'espace-temps. Flexibilité de l'espace-temps qui est à la base, si l'espace-temps n'était pas flexible, les phénomènes de synchronicité ou même les ovnis seraient impossibles. Hors de mes compétences, vous voyez bien, peut-être vous, peut-être encore mieux que moi, qu'il y a quand même un grand succès, de plus en plus, de tout ce qui émerge autour des expériences de mort imminente, la perception extrasensorielle, des sorties de corps. Je sais pas, les barreurs de feu maintenant sont admis dans les hôpitaux. Enfin bon, et de plus en plus de gens sont en train de dévoiler une connexion. Voilà, une connexion avec les dimensions supérieures, avec le soi. Et nous savons aujourd'hui que la pensée est créatrice. Alors, comment pouvons-nous l'optimiser davantage avec ce que nous sommes en train de vivre actuellement? Et est-ce que vous auriez des rituels ou pratiques en particulier? Quand vous dites « nous savons aujourd'hui que la pensée est créatrice », vous y allez fort. Dans un certain milieu, oui. Mais en science, c'est encore totalement... C'est non scientifique, quoi. Ça peut pas... C'est pas accepté. C'est le gros problème de la science, bien sûr. Comment faire rentrer la conscience en physique? Il y a un grand succès des expériences sur la méditation qui sont faites en neurosciences. Si on considère rien que ça, oui, on commence à imaginer que, parce qu'il est difficile d'expliquer matériellement le pouvoir énorme qu'a la méditation sur le cerveau. C'est la seule chose. Alors moi, j'essaie de démontrer expérimentalement que la pensée est créatrice. Je l'ai fait à travers plusieurs expériences que j'ai mis en ligne en 2014, en 2018, et j'ai même fait des expériences dans le milieu industriel, dans le domaine de la publicité, avec un contrat CNRS en plus. Alors, ces 3 expériences ont abouti à des résultats positifs, à un succès. C'est-à-dire que j'ai démontré que, alors ce n'est pas publié, mais bon, si on oublie ça, j'ai quand même démontré que le hasard qui intervient dans la publicité, c'est-à-dire puisque les publicités sont envoyées
aux internautes un peu par hasard, il se passe des choses. C'est-à-dire qu'il semblerait que les internautes arrivent à attirer à eux les publicités qui correspondent à leur intention d'achat. Ça, je l'ai démontré. C'est dans un rapport CNRS, avec une probabilité à la clé d'une chance sur 56. Donc voilà, ça n'a pas de valeur scientifique parce que j'ai pas respecté les canons de la recherche dans ce domaine, double aveugle, triple aveugle, etc. Je suis pas un spécialiste des expériences statistiques. Bon, j'ai quand même l'intention de reproduire ça à l'avenir, mais bon, je peux pas le faire dans mon laboratoire, donc j'ai l'intention de le faire dans un cadre entrepreneurial, industriel, en créant une société qui va proposer ce genre d'informations. Bon, cela dit, ce projet est un petit peu à moitié remis en question aujourd'hui à cause du confinement et du fait qu'on empêche les gens de faire des ateliers. Moi, je ne peux pas faire des ateliers web pour ce type d'expérience. C'est un peu suspendu. Mais donc, je sais pas si j'ai répondu à votre question. La pensée créatrice, c'est encore loin de rentrer véritablement dans le champ scientifique. Mais bon, de toute façon, il faut pas que le public s'appuie sur la science. Il faut expérimenter. Il faut laisser tomber. La science, sur ce genre de choses, elle ne peut qu'être en retard par rapport au progrès, qu'il soit technique ou le progrès humain en matière, je veux dire par exemple la psychologie, la psychiatrie, les neurosciences doivent avancer sans attendre qu'on leur dise non, le monde n'est pas mécaniste. Voilà, faut avancer quoi. C'est pas les physiciens vont pas se mettre à devenir des parapsychologues comme ça. Selon vous, le temps n'existe pas, ce qui est parfois difficile à comprendre justement pour l'esprit humain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la corrélation entre le passé, le présent et le futur, et si justement les synchronicités sont une preuve que le temps se joue ailleurs? J'explique les synchronicités par une influence du futur, d'accord, ou plutôt une influence du futur dans le cadre d'un changement du futur qui a été provoqué par une intention dite authentique. Je vous explique. Le futur est déjà réalisé. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas changer. Il peut être comme ça. Il peut être à tout moment comme la trajectoire indiquée par un GPS. Parce que vous allez d'un point à un autre, je disais un GPS, vous spécifiez votre destination, voilà, vous roulez et puis il y a deux cas, non, la route elle n'existe pas, le GPS s'est trompé. Bon, et donc vous suivez pas la direction du GPS et le GPS se réadapte. Ou alors c'est volontaire, vous voulez pas passer par un endroit, vous changez d'endroit. Le GPS n'arrête pas de vous dire faites demi-tour, et puis au bout d'un certain temps, il s'adapte. Bon, allez, dit très rapidement, le futur, ça fonctionne comme le GPS. C'est-à-dire qu'à tout moment, notre futur est déjà réalisé exactement comme prévu par le GPS. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui peut arriver dans le futur existe déjà. Toutes les possibilités alternatives que vous avez de vivre votre vie existent déjà comme un territoire parsemé de sentiers ou de routes. Évidemment, il n'y en a qu'une seule qui est désignée comme étant votre futur actuel. Mais vous avez le pouvoir de changer ça par votre intention. Mais votre intention, attention, normalement, elle est de faire ce qui est prévu par le GPS, le tracé actuel prévu par votre GPS est programmé par votre intention qui elle-même est programmée par votre conditionnement. Il y a 3 types de conditionnement extrêmement puissants. Conditionnement de l'ego, l'image de soi, conditionnement mental, nos croyances et conditionnement émotionnel, nos jugements. Avec ça, vous rendez esclave n'importe quel individu, en le maintenant dans ses croyances, dans ses jugements, en trafiquant ses jugements s'il le faut, dans son ego, en encourageant l'ego, en faisant peur aux gens, les jugements, et en maintenant un système de croyances, vous rendez une population entière esclave. Donc là, un seul futur transhumaniste. D'accord ?
Bon, mais revenons, non, j'en profite pour passer, voilà, juste confirmer quelque chose. Revenons. Donc maintenant, si vous voulez changer la trajectoire de ce jeu GPS, qu'elle soit collective ou individuelle, il faut aller chercher des intentions en dehors de celles qui sont programmées et qui sont dans votre cerveau. Il faut aller chercher vos intentions réelles d'être vous-même réellement en dehors de ce conditionnement. Il faut aller chercher au fond de soi-même, dans les dimensions supplémentaires qui vous offrent un multivers de possibilités. Bon, vous ne pouvez pas aller chercher ça si vous vous déconditionnez pas. Il faut lâcher prise, il faut se détacher de l'idée qu'on est de soi-même et il faut avoir confiance en soi. Développer ces trois choses-là, c'est fondamental et c'est le plus dur. Il y a beaucoup, heureusement, de plus en plus d'enseignements, de stages qui sont dispensés pour aider les gens à lâcher prise, etc., etc. À ce moment-là, vous pouvez faire un retour sur soi. La méditation aussi est un moyen de retour sur soi. Et vous pouvez aller donc, vous pouvez mettre les gens dans un état où ils acceptent d'envisager qu'ils peuvent réaliser leurs rêves. D'abord, ils acceptent de faire émerger leurs rêves. Et ils acceptent d'envisager que, oui, j'ai décidé de réaliser ce rêve. Voilà. Et à partir de là, eh bien, on peut, et là, il y a tout un protocole que moi, j'ai même établi, il y en a plein d'autres, eh bien, vous pouvez, c'est un petit peu comme si vous informiez l'espace-temps, c'est-à-dire votre futur, d'une nouvelle alternative de votre existence vers laquelle vous allez aller. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la probabilité et puis vous avez décidé de vous déconditionner, c'est-à-dire de ne plus fonctionner comme avant. Donc en vous ayant déconditionné, vous avez fait une croix sur l'ancien futur. Et vous avez mis de l'information dans le nouveau futur qui correspond à votre intention nouvelle. Et dans ces conditions-là, vont se présenter automatiquement sur votre route, sur votre trajet, dans votre vie, des hasards extraordinaires qui vont vous faire rencontrer les circonstances qui vont vous permettre de réaliser ce rêve. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Et comment pourriez-vous aider ceux qui sont dans la peur actuellement? Pour vous, est-ce que ce serait justement le moment de se reconnecter à notre part angélique? Alors, moi, je ne suis pas un méditant. Je ne sais pas trop méditer. Et j'ai un excellent moyen de faire un retour, de me dépolluer, c'est de faire des randonnées. Des randonnées très physiques qui me dépolluent à la fois physiquement de mes toxines, mais aussi intellectuellement de mon mental. Et donc, double effet. Et c'est comme ça que et même avant de faire une balade, souvent, enfin pas tout le temps, j'en profite pour me poser une question qui me travaille. Je la pose. Et puis voilà, et ça arrive que j'ai la réponse durant la balade ou à mon retour ou après la deuxième balade, etc. Mais faire de la randonnée, avoir une activité physique en général, c'est absolument fondamental pour reconnecter son corps aux dimensions supplémentaires de l'espace-temps. Et avant de terminer, est-ce qu'il y a un message en particulier que vous voulez transmettre dans cette période? Alors oui, dans cette période, là, on a affaire à une agression caractérisée de la part de nos gouvernants et médias, même si elle est bien intentionnée. Elle a beau être bien intentionnée, c'est quand même une agression caractérisée au libre arbitre. Et qui sait si, d'ailleurs, tout ce qui se passe à l'heure actuelle ne s'inscrit pas dans un vaste programme pour imposer les technologies que l'humain refuse de manière naturelle. C'est-à-dire qu'on a de bonnes raisons de refuser toutes ces technologies. On a plein de bonnes raisons. C'est pas seulement l'effet nocif des ondes, c'est la destruction. Je veux dire, quand on multiplie par 10 ou par 100 le débit Internet, on multiplie par 10 ou par 100 l'énergie consommée. Donc, il faudrait avoir à être un peu cohérent. Et puis, le traçage de l'être humain, c'est quelque chose d'absolument inhumain. Donc, si vous voulez, moi, je pense qu'il vaut mieux faire rappel à la responsabilité de l'être humain. Mais bon, là, on va être sous contrainte, parce que c'est amende tout de suite dès qu'on ne fait pas ce qu'on nous demande.
Ou alors, on est mal vu, la moitié de la population va se transformer en collabo qui va vous dire « Ah, il porte pas de masque, bon, c'est un méchant. » Donc, il va falloir réagir à ça. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour préserver son libre arbitre, son intégrité face à cette mise sous contrainte? Eh bien, moi, je pense que l'attitude clé, le comportement clé, c'est l'humour. L'humour et la transgression. Et donc, les artistes ont un rôle considérable à jouer. Ne pas tomber dans la violence qui consiste à faire des manifestations qui vont être... Alors, les manifestations, oui, mais dans la mesure où elles vont pas être infiltrées par du black bloc ou je sais pas quoi. Pas de violence, mais par contre, toute manifestation qui sera ensuite filmée, retranscrite sur Internet, c'est comme ça que ça marche maintenant. Et il faut que les artistes viennent nous aider à démystifier, à ridiculiser tout ça. Il faut que chacun même se transforme en artiste qui va faire le guignol. Il va falloir qu'on fasse tous le guignol face à des mesures aussi débiles. Voilà ce que je préconise. Tu avais une dernière question. Oui, et dernière question, moins scientifique ou spirituelle. Est-ce que vous préférez les blondes ou les brunes? On doit faire les guignols. On doit faire les guignols alors. J'ai pas de préférence parce que elles sont complémentaires, elles s'apprécient dans des contextes peut-être différents, je sais pas. Non, franchement, moi j'ai eu les deux. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.